Des brutes lui ont arracaché son haut à la récré. Elle ne savait pas qu'elle pouvait briser des bras. Cassandra Dubois gardait la tête baissée en se frayant un chemin dans les couloirs bondés du lycée Jean Jaurès, serrant ses manuels usés contre sa poitrine comme un bouclier. Sa silhouette menue et ses lunettes surdimensionnées la rendaient presque invisible parmi la mer d'élèves se précipitant vers leur prochain cours. Du haut de son mètre 58 à peine, avec ses cheveux châtain clair qui lui tombaient constamment sur le visage, elle avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. La plupart des élèves de Jean Jaurès ignoraient même son nom, bien qu'elle fréquente l'établissement depuis près de 2 ans maintenant. Les bâtiments en briques rouges du lycée Jean Jaurès s'étendaient sur 8 hectares dans la banlieue parisienne, abritant plus de 2000 élèves. Sa réputation d'excellence académique n'avait d'égal que sa hiérarchie sociale notoire, où la popularité régnait en maître et où toute personne différente était une proie facile pour la moquerie. Cassandra avait appris cette leçon à ses dépens dès sa première semaine, lorsqu'elle avait osé répondre correctement à une question en chimie avancée pour se voir aussitôt qualifiée de première de la classe par la bande des populaires. Elle se déplaçait dans les couloirs avec une précision exercée, évitant les principaux lieux de rassemblement où les problèmes avaient tendance à éclater. La cour centrale où les sportifs faisaient la loi, le couloir des terminales bordé de vitrines à trophées et surtout la cantine pendant les heures de déjeuner étaient autant de mines terrestres dans sa routine quotidienne soigneusement cartographiée. Mais parfois, malgré tous ses efforts, les ennuis la trouvaient quand même. « Tiens, regardez ce qui est sorti du labo de sciences !» lança une voix familière qui fit chuter l'estomac de Cassandra. Maxime Lemaire se planta directement sur son chemin, sa silhouette d'1,80 m bloquant son accès à la bibliothèque. Avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son blouson de l'équipe de foot du lycée, il incarnait tout ce que Jean Jaurès valorisait. Son sourire cruel dévoilait des dents blanchies jusqu'à l'éclat artificiel et ses yeux bleus portaient le froid calcul de quelqu'un qui aimait exercer son pouvoir sur les autres. À ses côtés se trouvaient ses complices habituels. Théo Garnier, un lutteur trapu dont le cou semblait fusionner directement avec ses épaules, et Chloé Moreau, dont le maquillage parfaitement appliqué ne pouvait masquer la méchanceté qui la traversait comme une faille. Ensemble, ils formaient le triumvirat le plus redouté de Jean Jaurès, régnant sur leur domaine par l'intimidation et la manipulation sociale. « S'il vous plaît, je veux juste aller à la bibliothèque », murmura Cassandra, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha du couloir. Elle essaya de contourner Maxime, mais il bloqua de nouveau son chemin avec aisance, prenant visiblement plaisir au jeu. « La bibliothèque ? Quelle surprise !» ricana Chloé, sa voix assez aiguë pour couper du verre. « Laisse-moi deviner, tu vas encore étudier. Tu ne fais jamais rien d'amusant comme les gens normaux ?» Théo fit craquer ses jointures avec un bruit audible. « Peut-être qu'on devrait l'aider à s'amuser un peu pour une fois. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime ?» Cassandra sentit son cœur s'emballer, mais elle se força à rester calme. La voix de son père résonna dans sa mémoire, issue d'innombrables séances d'entraînement. Contrôle ta respiration, contrôle ton esprit, contrôle la situation. Elle étudiait le Krav Maga et le Jiu-Jitsu brésilien depuis l'âge de 8 ans, s'entraînant religieusement au dojo de son père en centre-ville. Son père, un ancien instructeur militaire, lui avait appris que la vraie force venait de la discipline et de la capacité à savoir quand ne pas se battre, et non de la volonté de prouver sa domination sur les autres. « Je ne veux pas d'ennui », dit-elle doucement, faisant un petit pas en arrière. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle pourrait probablement les neutraliser tous les 3 en 30 secondes, mais révéler ses capacités ne ferait que créer des problèmes plus importants. Son père lui avait inculqué l'importance d'éviter les confrontations inutiles et elle lui avait promis qu'elle n'utiliserait son entraînement qu'en cas de véritable urgence. Des ennuis ? Qui a parlé d'ennuis ? Le sourire de Maxime s'élargit alors que de plus en plus d'élèves commençaient à se rassembler, sentant le divertissement arriver.
On est juste amicaux. Pas vrai, les gars? La foule qui s'était formée autour d'eux était un mélange de spectateurs curieux et de complices silencieux. Certains élèves sortirent leur téléphone, espérant capturer l'humiliation qui allait se dérouler. D'autres regardaient simplement avec l'intérêt détaché de personnes observant un accident sur l'autoroute. Madame Durand, la professeure de français de Cassandra, passa devant l'agitation croissante, mais sembla résolument ignorer ce qui se passait, tout comme la plupart des professeurs qui avaient appris à fermer les yeux pour éviter les complications. « Tu devrais peut-être sourire plus souvent », suggéra Chloé, avec une fausse douceur. « Tu as toujours l'air tellement sérieuse et bizarre. C'est déprimant de te regarder. » Les commentaires continuaient, alors que Cassandra restait figée, calculant ses options. Elle pouvait se défendre et gagner, mais elle deviendrait alors une cible pour tous les durs à cuire du lycée qui voudraient se mesurer à elle. Elle pouvait les dénoncer, mais cela ne ferait qu'empirer les choses lorsque l'administration manquerait inévitablement de prendre des mesures significatives. Ou elle pouvait endurer, comme elle le faisait depuis des mois en espérant qu'il finirait par s'ennuyer et passerait à une proie plus facile. « Regardez-la, elle reste juste là », railla Théo. « Je ne pense même pas qu'elle nous écoute. Tu es stupide ou juste impoli ?» La rencontre prit fin lorsque la sonnerie retentit, dispersant les élèves vers leur prochain cours. Maxime lui fit une révérence moqueuse avant de s'éloigner avec ses amis, laissant Cassandra seule dans le couloir qui se vidait rapidement. Elle attendit que ses mains cessent de trembler avant de se rendre à la bibliothèque, où elle passa le reste de la pause déjeuner à essayer de se concentrer sur ses devoirs, tout en revivant l'humiliation dans son esprit. Ce schéma se répéta pendant des semaines. Il la coinçait dans les couloirs, faisait des commentaires bruyants sur son apparence lorsqu'elle passait devant leur table à la cantine ou la heurtait accidentellement assez fort pour faire tomber ses livres sur le sol. Chaque incident était soigneusement calculé pour rester juste en dessous du seuil qui inciterait l'intervention d'un professeur. Mais collectivement, il créait une atmosphère constante d'angoisse qui suivait Cassandra tout au long de ses journées. La situation dégénéra lors d'une rencontre particulièrement brutale dans le gymnase. Cassandra essayait de récupérer sa gourde oubliée dans son casier lorsqu'elle se retrouva seule avec le trio. Le gymnase était vide, à l'exception de quelques équipements empilés dans les coins, et l'isolement sembla les enhardir. « Tu sais quel est ton problème ?» dit Maxime, s'appuyant nonchalamment contre les casiers. « Tu penses être meilleur que tout le monde. Tu te promènes ici comme si tu étais tellement intelligente, comme si le reste d'entre nous étions inférieurs à toi. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Cassandra, mais sa voix sortit faible et peu convaincante. « Ce n'est pas vrai ?» Chloé s'approcha, ses baskets de créateur grinçant sur le sol ciré. « Alors pourquoi tu ne parles jamais à personne? Pourquoi tu agis toujours comme si tu étais trop bien pour être sociable ?» Les accusations piquaient parce qu'elles contenaient une part de vérité. Cassandra restait effectivement à l'écart, mais pas par arrogance. Son père lui avait appris à être observatrice, à regarder et à écouter avant d'agir, et des années d'entraînement l'avaient rendue naturellement analytique. Elle voyait clair à travers les jeux sociaux superficiels qui semblaient consumer ses camarades de classe, mais cela ne signifiait pas qu'elle se sentait supérieure à eux. « Je suis juste timide », dit-elle honnêtement, ce qui sembla seulement les mettre plus en colère. « Timide ?» Théo laissa échapper un rire rauque. « Tu n'es pas timide, tu es snob. Il y a une différence. » Ils l'entourèrent alors, ne la touchant pas tout à fait, mais assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum excessif de Théo et voir la petite cicatrice sur le menton de Chloé, souvenir d'un accident infantile. La proximité déclencha chaque instinct de combat que son père lui avait inculqué, mais elle se força à rester immobile. « On devrait peut-être t'aider à sortir de ta coquille, » dit Maxime, sa voix prenant un ton menaçant. « Qu'est-ce que tu en penses, Chloé ? Comment on fait pour rendre la petite Miss parfaite ici plus sociable ?» Avant que Cassandra ne puisse réagir, Théo attrapa son sac à dos et en vida le contenu sur le sol.
Ses cahiers soigneusement organisés s'éparpillèrent, des stylos roulèrent sous les bancs, et sa calculatrice graphique glissa sur les carreaux jusqu'à heurter le mur avec un bruit sec. Les heures de travail représentées dans ces papiers éparpillés lui donnèrent l'impression que des morceaux d'elle-même étaient mis en pièces. « Oups !» dit Théo avec une innocence exagérée, « que je suis maladroit !» Alors que Cassandra s'agenouillait pour ramasser ses affaires, luttant contre les larmes de frustration et de rage, elle aperçut quelqu'un entrer dans le gymnase. David Martin, un élève discret de son cours de maths, était apparemment venu chercher quelque chose. Leurs regards se croisèrent à distance, et elle vit une véritable inquiétude dans son expression. Contrairement à la foule habituelle de badauds qui se nourrissaient du drame comme des parasites, David sembla sincèrement bouleversé par ce dont il était témoin. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici ?» lança David, sa voix résonnant dans le grand espace. Maxime se tourna vers l'interruption avec un agacement évident. « Rien qui te concerne, Martin. Continue ton chemin. » Mais David ne continua pas son chemin. Au lieu de cela, il s'approcha du groupe avec le genre de courage tranquille que Cassandra avait rarement vu à Jean Jaurès. On dirait que Cassandra pourrait avoir besoin d'aide pour ramasser ses affaires. « J'ai dit que ça ne te concernait pas », répéta Maxime, son ton devenant menaçant. David ignora l'avertissement et s'agenouilla à côté de Cassandra, l'aidant à ramasser les papiers éparpillés. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, et la gentillesse sincère dans sa voix faillit briser sa résolution de rester calme. « Ça va ?» murmura-t-elle, bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas vrai. Les brutes finirent par partir, mais pas avant que Maxime ne s'assure que David venait de peindre une cible sur son propre dos. « Choix intéressant, Martin. J'espère que tu ne le regretteras pas. » Au cours des jours suivants, Cassandra se surprit à prêter plus d'attention à David. Il était l'un de ces élèves qui existaient dans la zone grise entre les groupes sociaux, assez intelligent pour gagner le respect des universitaires, mais assez sportif grâce à sa course de fond pour éviter d'être étiqueté comme un intello complet. Il avait des cheveux noirs qui avaient toujours l'air légèrement en désordre, des yeux bruns doux et une confiance tranquille qui attira son attention d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Leur amitié se développa progressivement à travers de petits moments partagés en cours de maths et de brèves conversations dans le couloir. David ne la poussa jamais à expliquer ce qui s'était passé dans le gymnase, mais sa présence constante devint un rayon de soleil dans ces journées de plus en plus difficiles à Jean Jaurès. Elle se surprenait à attendre avec impatience leurs interactions, et la chaleur croissante qu'elle ressentait pour lui fit réaliser à quel point elle s'était isolée. Malheureusement, Maxime et ses amis remarquèrent rapidement le lien entre eux. Ce qui avait commencé comme un ciblage de Cassandra seule évolua en une campagne conçue pour la blesser à travers David également. Ils commencèrent à l'inclure dans leurs attaques verbales, faisant des commentaires sur le couple d'intello et suggérant que deux losers se méritaient l'un l'autre. La pression psychologique augmenta régulièrement alors que l'automne laissait place à l'hiver. Chaque jour apportait de nouvelles humiliations, des dessins grossiers laissés sur le casier de Cassandra à la propagation de rumeurs sur elle et David qui en firent des objets de moquerie dans tout le lycée. Le stress constant affecta ses notes, son sommeil et sa capacité à se concentrer pendant son entraînement aux arts martiaux. Son père remarqua le changement lors d'une de leurs séances du soir au dojo. « Ta forme est négligée ce soir », observa-t-il, après qu'elle eut échoué à exécuter une combinaison de base correctement pour la 3e fois. « Quelque chose te distrait. » Cassandra ajusta son kimono et essaya de se concentrer, mais son esprit ne cessait de dériver vers la rencontre qu'elle avait subie cet après-midi lorsque Chloé avait bruyamment spéculé sur ses activités romantiques imaginaires avec David à portée de voix de la moitié de la cantine. « Ce n'est rien, papa, juste des trucs d'école. » « Les trucs d'école n'affectent généralement pas ton entraînement comme ça, » insista-t-il doucement. « Parle-moi. » Mais comment pouvait-elle expliquer sans admettre qu'elle se laissait victimiser?
Son père l'avait élevée pour qu'elle soit forte, lui avait donné les outils pour se défendre et défendre les autres, et elle choisissait de ne pas les utiliser. La honte de cette réalisation la fit se sentir encore plus piégée. « Il y a des élèves qui aiment causer des problèmes, » dit-elle prudemment. « Mais je gère la situation. » L'expression de son père devint sérieuse. « Est-ce que tu gères vraiment ? Parce que gérer une situation signifie la résoudre, pas seulement l'endurer. Il y a une différence entre éviter les combats inutiles et se laisser devenir la victime de quelqu'un. » Ces mots restèrent avec elle alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, luttant contre la tension croissante entre son entraînement et sa réalité actuelle. Elle avait passé des années à apprendre à se défendre et à défendre les autres. Mais au moment d'appliquer ses compétences, elle se retrouvait paralysée par les conséquences potentielles. Le point de rupture survint par un froid matin de décembre pendant la pause déjeuner en plein air. Jean Jaurès avait pour tradition d'autoriser les élèves à manger à l'extérieur lorsque le temps le permettait, et malgré l'air glacial, de nombreux élèves préféraient la liberté de la cour à l'atmosphère oppressante de la cantine. Cassandra et David avaient trouvé un endroit tranquille, près du bâtiment des sciences, où ils pouvaient manger et étudier sans attirer l'attention. Ils révisaient ensemble des problèmes de maths, leur souffle visible dans l'air froid, lorsque Maxime et sa bande s'approchèrent avec une énergie qui déclencha immédiatement les instincts de danger de Cassandra. Il y avait quelque chose de différent dans leur attitude aujourd'hui, une excitation de prédateurs qui suggérait qu'ils avaient planifié quelque chose de spécial. « Tiens, si ce ne sont pas nos tourtereaux préférés, » annonça Maxime assez fort pour attirer l'attention des élèves à proximité. « Un déjeuner romantique dans le froid ? Trop mignon !»« Laissez-nous tranquilles, » dit David, se levant et se positionnant légèrement devant Cassandra. Le geste protecteur était noble, mais finalement inutile contre ce qui allait suivre. « Vous laissez tranquille ?» ricana Chloé, le son coupant l'air froid comme du verre brisé. « Mais on ne fait que commencer. On a réfléchi et on a réalisé qu'on avait été trop gentil avec vous deux. Il est temps de s'amuser vraiment. » Ce qui arriva ensuite se déroula avec une clarté horrible. Théo se déplaça derrière David tandis que Maxime s'approchait de face, créant un mouvement de tenaille qui ne lui laissait aucune possibilité de retraite. Chloé se concentra sur Cassandra avec le genre de cruauté calculée dont seules les adolescentes semblaient capables de se perfectionner. « Tu sais ce que je pense ?» dit Chloé, tournant autour de Cassandra comme un prédateur. « Je pense que tu as joué l'innocente tout ce temps, mais tu es probablement aussi en quête d'attention que toutes les autres filles du lycée. Tu le caches juste mieux. » La foule qui s'était rassemblée était plus nombreuse que d'habitude, attirée par la promesse de divertissement et la tension croissante. Certains élèves levèrent leur téléphone, prêts à capturer l'humiliation qui allait se dérouler pour la postérité des médias sociaux. D'autres regardaient simplement avec le genre de fascination morbide que les gens réservaient aux accidents de voiture et aux crises publiques. « Laissez-la tranquille », répéta David, mais sa voix craqua légèrement sous la pression d'être en infériorité numérique et encerclé. « Ou quoi ?» Maxime le poussa assez fort pour le faire trébucher en arrière dans les bras de Théo qui l'attendait. « Tu vas faire quoi exactement ? Nous combattre ? Je ne crois pas. » L'escalade physique attira encore plus d'attention alors que les élèves formaient un cercle lâche autour de la confrontation. Les professeurs étaient visiblement absents, probablement en train de profiter de leur déjeuner dans la chaleur de la salle des professeurs pendant que leurs élèves jouaient à Sa Majesté des mouches dans la cour. « Je parie qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle prétend l'être, » continua Chloé, sa voix devenant plus forte pour le bénéfice de son public. « Je parie que sous cette petite attitude timide, elle est juste comme toutes les autres en quête d'attention au lycée. » Sans prévenir, Chloé se jeta en avant et attrapa le devant du pull de Cassandra, tirant assez fort pour étirer le tissu.
La violence soudaine de l'action envoya des ondes de choc à travers la foule des spectateurs et plusieurs élèves haltèrent audiblement. « Arrête !» dit Cassandra, attrapant le poignet de Chloé. Mais l'autre fille était plus forte qu'elle n'y paraissait et alimentée par l'adrénaline d'avoir un public. « Qu'est-ce qu'il y a en dessous de toute façon ?» railla Chloé, tirant plus fort sur le pull. « Voyons ce que tu es si désespéré de cacher. » Le tissu commença à céder sous la pression soutenue et Cassandra sentit une bouffée d'air froid contre sa peau alors que l'encolure s'étirait au-delà de son point de rupture. L'humiliation fut totale lorsque Chloé donna une dernière secousse vicieuse qui déchira complètement le pull, laissant Cassandra debout dans la cour froide, juste avec son fin t-shirt, tandis que son pull ruiné pendait en lambeaux de la prise de Chloé. La foule éclata dans un mélange de halètements choqués, de rires nerveux et de bavardages excités, alors que les téléphones capturaient chaque instant de la dégradation de Cassandra. Elle resta figée pendant un moment, ses bras se croisant instinctivement sur sa poitrine pendant que son esprit luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. Mais alors, quelque chose à l'intérieur d'elle se brisa. Tous les mois d'humiliation accumulés, la peur constante, les nuits blanches à se demander quel nouveau tourment l'attendait chaque jour, se cristallisèrent en un moment de parfaite clarté. Elle pensa aux enseignements de son père, aux années passées à apprendre à se défendre et à défendre les autres, à la promesse qu'elle avait faite de n'utiliser ses compétences qu'en cas d'absolue nécessité. C'était absolument nécessaire. La transformation fut instantanée et terrifiante. La fille timide et effrayée, qui se tenait là quelques secondes auparavant, sembla s'évaporer, remplacée par quelqu'un de complètement différent. La posture de Cassandra se redressa. Sa respiration devint contrôlée et intentionnelle, et ses yeux prirent l'intensité concentrée que son père lui avait inculquée à travers des milliers d'heures de pratique. Chloé tenait encore le pull déchiré, riant de sa propre intelligence lorsque Cassandra bougea. La première technique était une simple clé de poignet que son père lui avait apprise quand elle avait 10 ans. Elle attrapa le poignet tendu de Chloé avec les 2 mains, appliqua une pression sur des points nerveux spécifiques et tordit avec un effet de levier précis qui força l'autre fille à lâcher le pull et à tomber à genoux avec un cri de douleur et de surprise. « Qu'est-ce que tu fous ?» haleta Chloé, la confusion remplaçant sa confiance antérieure. Mais Cassandra n'avait pas fini. Des années de colère et de frustration refoulées, canalisées à travers des techniques qui avaient été inculquées à sa mémoire musculaire jusqu'à ce qu'elles deviennent un instinct. Elle relâcha la clé de poignet seulement pour appliquer immédiatement une clé de bras debout, qui hyperextendit le coude de Chloé juste assez pour causer un inconfort sérieux sans dommage permanent. « Arrête, tu me fais mal !» implora Chloé, sa voix s'élevant presque en un cri perçant qui coupa le murmure excité de la foule. Les élèves qui regardaient se turent en étant témoins de quelque chose d'inédit. La fille discrète qu'ils avaient vue se faire harceler pendant des mois était en train de démanteler systématiquement l'une des élèves les plus redoutées de Jean Jaurès, avec des techniques qui ressemblaient à quelque chose tiré d'un film d'action. Maxime et Théo se précipitèrent pour aider leur ami, mais ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient. Le père de Cassandra l'avait préparé à affronter plusieurs assaillants, et l'espace confiné de la cour jouait en fait en sa faveur, en limitant leur capacité à l'encercler efficacement. Lorsque Théo essaya de l'attraper, elle se baissa sous sa prise et balaya ses jambes avec un fauchage parfaitement exécuté qui l'envoya s'écraser sur le béton avec un impact qui lui fit vibrer les os. Avant qu'il ne puisse se rétablir, elle appliqua une clé de genou qui immobilisa sa jambe et suscita un cri de douleur qui résonna sur les bâtiments environnants. Maxime hésita un instant en comprenant ce qui était arrivé à ses 2 amis, et cette hésitation fut tout ce dont Cassandra avait besoin. Elle relâcha Théo et se dirigea vers Maxime avec une grâce fluide, se faufilant à travers ses coups de poing maladroits comme s'il se déplaçait au ralenti.
La combinaison qu'elle utilisa sur lui était plus complexe, commençant par une déviation de son cou sauvage, suivie d'une frappe de la paume de la main sur son plexus solaire qui le fit se plier en deux, haletant à la recherche d'air. Alors qu'il était penché en avant et vulnérable, elle appliqua un étranglement guillotine qui coupa son apport d'air et le força à se mettre à genoux à côté de ses amis vaincus. Toute la confrontation avait duré moins de 90 secondes, mais elle sembla durer des heures à la foule stupéfaite qui regardait l'impossible se dérouler sous ses yeux. Les trois brutes les plus redoutées du lycée étaient maintenant agenouillées sur le béton froid, soignant leurs blessures et regardant la fille qu'elles avaient tourmentée pendant des mois avec des expressions de choc et d'incrédulité. Cassandra se tenait au-dessus d'eux, respirant de manière contrôlée et régulière, malgré l'adrénaline qui coulait dans son corps. L'entraînement de son père l'avait préparée à ce moment, mais rien n'aurait pu la préparer à la montée d'adrénaline enivrante de enfin se défendre après des mois de soumission forcée. « S'il te plaît », haleta Maxime, luttant toujours pour reprendre son souffle après l'étranglement. « On est désolé. On ne savait pas. » « Ne savait pas quoi ?» demanda Cassandra doucement, sa voix portant clairement à travers la cour silencieuse. « Que j'étais une personne qui méritait un respect élémentaire, que vos actions ont des conséquences, que s'en prendre à quelqu'un de plus petit que vous ne vous rend pas fort. » La foule resta figée, les téléphones enregistrant toujours, mais ne se concentrant plus sur son humiliation. Au lieu de cela, il capturait le moment où la hiérarchie sociale de Jean Jaurès se fissurait et se déplaçait sous leurs pieds. David s'était remis de son choc initial et s'était déplacé pour se tenir à côté d'elle, lui offrant sa veste pour couvrir ses vêtements déchirés. Le geste était protecteur et soutenant sans être possessif, et Cassandra sentit une vague de gratitude chaleureuse envers lui qui lui fit réaliser à quel point son amitié était devenue importante pour elle. « Je me suis entraînée aux arts martiaux pendant 10 ans, annonça-t-elle à la foule des spectateurs, sa voix stable et claire. Mon père m'a appris que la force ne consiste pas à blesser les gens qui ne peuvent pas se défendre. Il s'agit de se protéger et de protéger les autres si nécessaire. Il s'agit de savoir quand se battre et quand s'éloigner. » Elle baissa les yeux sur les trois brutes encore agenouillées devant elle, et pendant un instant, elle sentit la tentation de les blesser davantage, de leur faire payer chaque instant de peur et d'humiliation qu'elle lui avait fait subir. Le pouvoir était enivrant, et elle comprit à cet instant à quel point il serait facile de devenir exactement ce qu'elle détestait. Mais les enseignements de son père étaient plus profonds que la technique et les capacités physiques. Il lui avait enseigné la discipline, la retenue et la différence cruciale entre la justice et la vengeance. « Je pourrais vous faire beaucoup plus de mal que ça, » dit-elle doucement, s'adressant directement à Maxime. « Je pourrais vous casser des os, causer des dommages permanents, vous faire vous sentir aussi impuissant et effrayé que vous m'avez fait me sentir chaque jour. Mais je ne le ferai pas parce que cela ferait de moi la même personne que vous. » Elle recula, créant une distance entre elle et ses bourreaux vaincus. « Ça s'arrête ici. Vous me laissez tranquille, vous laissez David tranquille, et vous trouvez quelqu'un d'autre à être, quelqu'un de mieux. » La foule commença à se disperser lentement, les élèves chuchotant avec excitation entre eux, en comprenant ce dont ils avaient été témoins. Plusieurs personnes s'approchèrent de Cassandra pour lui offrir leurs félicitations ou leur soutien, y compris certains qui étaient restés silencieux pendant des mois de harcèlement et étaient maintenant désireux de s'associer à sa victoire. Madame le maire, la directrice adjointe, arriva finalement sur les lieux juste au moment où la confrontation prenait fin. Elle observa les trois élèves soignant leurs blessures et commença immédiatement à exiger des explications, mais la foule de témoins soutint unanimement la version des événements de Cassandra. « Ils l'ont attaqué en premier », témoigna un élève. « Chloé lui a arraché son pull devant tout le monde. »« Elle ne faisait que se défendre », ajouta un autre. «
Il la harcèle depuis le début de l'année. Même certains des élèves qui avaient auparavant ignoré le harcèlement se présentèrent pour témoigner, peut-être motivés par la culpabilité de leur inaction antérieure, ou simplement par le désir d'être du côté gagnant d'une dynamique de pouvoir radicalement modifiée. L'audience disciplinaire qui suivit fut étonnamment brève. La politique de tolérance zéro de l'école s'appliquait techniquement à toutes les altercations physiques, mais les preuves accablantes de légitime défense, combinées à de multiples témoignages de harcèlement antérieur pendant des mois, ne laissèrent guère d'autre choix à l'administration que de traiter Cassandra comme la victime plutôt que comme l'agresseur. Maxime, Chloé et Théo reçurent des suspensions et furent tenus de suivre une thérapie de gestion de la colère. Plus important encore, la nouvelle de leur défaite humiliante se répandit dans tout Jean Jaurès plus vite qu'un feu de forêt, mettant effectivement fin à leur règne de terreur sur leurs camarades élèves. La transformation dans la façon dont les autres élèves traitaient de Cassandra fut immédiate et spectaculaire. Là où autrefois elle était invisible ou activement évitée, elle se retrouva maintenant entourée de personnes désireuses de lui parler, de s'associer à elle, de se prélasser dans la gloire réfléchie de sa victoire spectaculaire. Une partie de cette attention la mettait mal à l'aise, en particulier de la part des élèves, qui semblaient plus intéressés par ses compétences de combat que par elle en tant que personne. Mais il y avait aussi de véritables liens. Des amitiés qui se développèrent avec des personnes qui la respectaient pour s'être défendues et avoir défendu les autres. Sa relation avec David s'approfondit également, évoluant de l'amitié vers quelque chose de plus significatif, alors qu'ils passaient plus de temps ensemble sans l'ombre constante du harcèlement qui planait sur eux. Leur première vraie conversation sur ce qui s'était passé eut lieu le week-end suivant au dojo, où Cassandra l'avait invité à assister à l'une de ses séances d'entraînement. « Je n'arrive pas à croire que tu as géré tout ça en gardant ce secret », dit David, alors qu'ils étaient assis dans le petit café du dojo après sa séance d'entraînement. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu plus tôt ? Parce que se battre devrait être le dernier recours, pas le premier, » répondit-elle, faisant écho aux enseignements de son père. « J'espérais qu'il s'ennuierait et passerait à autre chose. J'espérais pouvoir trouver un autre moyen de résoudre le problème. Et maintenant ?» Cassandra réfléchit attentivement à la question. « Maintenant, je sais que parfois les gens ne comprennent que la force, mais je sais aussi que la force sans retenue n'est que du harcèlement sous une forme différente. » Son père les rejoignit à la table, portant toujours son kimono d'instructeur et rayonnant de la confiance calme qui avait façonné l'approche de Cassandra aux arts martiaux. « Je suis fier de la façon dont tu as géré la situation, » lui dit-il. « Pas seulement la confrontation physique, mais la retenue dont tu as fait preuve par la suite. Il aurait été facile de laisser la colère guider tes actions. »« Je voulais leur faire plus de mal, » admit-elle. « À ce moment-là, j'ai compris pourquoi les gens deviennent des brutes. Le pouvoir est agréable. » « Cette compréhension te rendra plus forte, » répondit son père. « Pas physiquement, mais mentalement et moralement. Le vrai test du caractère n'est pas de savoir si tu peux vaincre quelqu'un de plus faible que toi. C'est de savoir si tu peux faire preuve de miséricorde lorsque tu as le pouvoir de causer du tort. » Les semaines qui suivirent la confrontation apportèrent une nouvelle réalité étrange à Jean Jaurès. L'incident avait suscité des conversations sur le harcèlement, la responsabilité des spectateurs et les hiérarchies sociales toxiques qui avaient été autorisées à prospérer sans contrôle. Certains élèves commencèrent à s'opposer aux brutes qu'ils avaient auparavant craintes, inspirés par l'exemple de Cassandra. Maxime et ses amis revinrent de leur suspension visiblement changés. La confiance arrogante qui les avait autrefois définis fut remplacée par la prudence et une humilité sincère. Ils évitèrent complètement Cassandra, mais plus important encore, ils semblèrent avoir perdu leur appétit pour cibler d'autres élèves vulnérables. Le changement le plus significatif survint lors d'une assemblée scolaire à la fin du mois de janvier, lorsque Maxime s'approcha de Cassandra,
après la présentation sur la résolution des conflits. La plupart des élèves étaient déjà partis pour leur prochain cours, laissant l'auditorium presque vide, à l'exception de quelques retardataires. « Cassandra », dit-il doucement, sa voix dépourvue de toute trace de son ancienne arrogance. « Je peux te parler une minute ?» Elle le regarda avec méfiance, David se tenant à proximité, protecteur, mais lui fit un signe de tête pour qu'il continue. « Je voulais m'excuser, » dit Maxime, les mots venant lentement comme s'ils étaient difficiles à former. Pas seulement pour ce jour-là dans la cour, mais pour tout. Pour des mois à rendre ta vie misérable sans autre raison que parce que je le pouvais. Cassandra étudia son visage à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais ne vit que des remords et de la honte sincère. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, » continua-t-il. « Peut-être parce que m'en prendre à toi me donnait l'impression d'être puissant, ou parce que tout le monde s'attendait à ce que j'agisse comme ça, ou parce que je gérais mes propres problèmes et que je les déversais sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Ce ne sont pas des excuses, juste des explications. »« Merci d'avoir dit ça, » répondit Cassandra prudemment. « Mais les excuses n'annulent pas les dommages qui ont été causés. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était mal et que j'essaie d'être meilleur. J'ai parlé au conseiller d'orientation de l'école et j'apprends à connaître l'impact du harcèlement sur les gens. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant. La conversation était maladroite et hésitante, mais elle représentait quelque chose d'important. Pas le pardon nécessairement, mais la reconnaissance et la possibilité de croissance et de changement. Alors que le printemps arrivait à Jean Jaurès, Cassandra se surprit à réfléchir à la